Alors bonjour, moi c'est Christophe Boutonnet, je suis consultant en mobilité pour ULIS et je fais aussi ma thèse sur les RER métropolitains français, donc comment ils émergent, comment ils n'émergent pas. Et je vous présente donc cette table ronde sur la problématique des RER transfrontaliers. J'ai voulu mettre un peu des rappels un peu géographiques généraux. On est habitué, nous, en tant qu'Européens, d'avoir beaucoup de frontières, d'avoir un continent fragmenté, mais on coopère quand même pas mal. Donc ici, je vous ai mis un recensement qui a été fait de tous les réseaux transnationaux. Comme vous pouvez le voir, ça concerne surtout pas mal le Benelux, la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie aussi. Selon la Commission européenne, il y a à peu près 30% de la population qui vit dans des régions transfrontalières. Alors quand on vit à Stuttgart ou à Reims, on vit dans une région transfrontalière, mais la problématique ne nous concerne pas vraiment. Mais il y a quand même plus de 2 millions de personnes qui sont des couverts transfrontaliers. Donc tous les jours, ils font des allers-retours avec une agglomération qui n'est pas dans leur pays. Ça concerne 20% des Français. Et il y a des pays, bien sûr, qui sont très concernés par cette problématique. La Suisse, bien sûr, avec 340 000 personnes, et le Luxembourg, notamment par sa taille. Donc, conséquence de cette transfrontalière qui existe, c'est la création d'agglomérations transfrontalières. Donc là, je vous cite la MOT, la mission opérationnelle transfrontalière, qui est française, et qui en a recensé 37 dans l'Union européenne, Suisse comprise, dont 11 en France, dont 2 des plus grandes du pays, donc Lille bien sûr, Strasbourg qui a même un tramway ligne qui va jusqu'en Allemagne. La Suisse est particulièrement concernée, puisque 2 de ces 3 principales métropoles sont totalement trinationales, avec 3 réseaux de RER qui vont bien à l'étranger. On a même les 3 aéroports très importants qui sont desservis par ces services. Donc là, on voit bien que la structure d'agglomération est en fait très transfrontalière, parce qu'on en a besoin pour prendre un avion, pour aller desservi, il faut se faire soigner, dans le cas du Genève par exemple. La Belgique également, notamment par rapport à la taille du pays, qui n'est pas très grand, 4 agglomérations pour ces 4 voisins. Donc c'est un fait métropolitain transfrontalier qui existe, c'est assez communément partagé au final. Je vous mets un cas un peu typique ici, celui de Bâle en Suisse, qui est quand même sur 3 pays. Je vous ai mis une petite citation qui en fait est le titre d'un article de Joël Fortefer que je vous conseille pas mal. Et cet article a quand même une bonne... il met bien en valeur le fait que le ferroviaire est totalement structurant de l'agglomération transfrontalière au niveau des échanges, au niveau des flux, mais que ce réseau pourrait être mieux structuré et qu'il a même été en fait mieux structuré par le passé. Les trains du SBAN de Bâle aller jusqu'à Mulhouse, c'est plus le cas depuis plus de 10 ans. En fait, il y a eu une complexification technique. Il y a eu un manque de coordination et en fait la frontière ferroviaire est devenue encore plus étanche que ce qu'elle était avec le temps. Alors il y a des projets, ça devrait aller mieux avec le temps, il y a la liaison Euro-Airport qui va bientôt se faire, mais c'est une vraie métropole ferroviaire, une métropole transnationale, et c'est pas parce que c'est un fait que ça fonctionne bien et que ça ne pourrait pas mieux fonctionner. Donc je vous ai mis ici 2 principaux points importants concernant les difficultés que l'on peut rencontrer sur les relations transfrontalières. C'est ce qu'on appelle les chaînons manquants, c'est-à-dire des liens qui n'existent pas, qui ont pu exister ou qui pourraient être mieux entre les pays. Ici je vous ai mis un recensement de KCW, c'est allemand, qui date de l'année dernière, et on peut voir qu'il y a plusieurs dizaines de chaînons manquants au sein de l'Europe, un peu partout. Pas forcément en Europe de l'Ouest d'ailleurs. Également, il y a l'effet frontière qui est important. Je vous ai mis une petite définition ici. Très concrètement, l'effet frontière, c'est un manque de coopération
un endroit où ça paraît évident que ça devrait exister, ou ça devrait exister de mieux. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est spécifique à la question transnationale. Je prends l'exemple de la régionalisation française. Ça a augmenté l'effet frontière entre régions. C'est peut-être plus difficile maintenant d'aller d'une région à l'autre, alors que ça aurait dû être plus facile. Et c'est pas le cas. Il y a l'effet critique, ça vous venez d'en parler, mais il y a aussi l'effet correspondance, avec des gens qui ne veulent pas payer pour des services qui vont sur un autre territoire, des correspondances longues. Quand on est du sud de la France, ce qui est mon cas, on peut mettre 2 heures, 2 heures et demie, des fois plus, pour faire 40, 50, 60 km. Donc c'est une vitesse commerciale qui est catastrophique. Également, ici, on est en Belgique, je pensais que c'était bien de parler un peu de la problématique du RER de Bruxelles. Question, est-ce que ce RER n'existerait pas déjà s'il n'était pas à cheval sur les 3 régions de la Belgique? J'ai peut-être pas la réponse, mais on peut supposer que c'est plutôt que ça ne peut que complexifier les choses. Mais, chose importante, les frontières internationales, ça vient complexifier ces effets frontières qui peuvent exister en interne au pays. Donc j'ai recensé 4 types de difficultés qui sont un peu les plus grosses. Le financement et la gouvernance de ces services. Qui va payer, puis pour quel service? Ici, je vous ai mis l'ensemble des acteurs qui sont entrés en compte dans l'élaboration du Léman Express. Donc, vous pouvez le voir, c'est un nombre d'acteurs très important. On rajoute les États, on rajoute au moins un opérateur ferroviaire aussi. Donc c'est assez compliqué. Qui paye, quelle part est payée, à qui ça profite le plus? C'est des questions qui ne sont pas faciles. Comment on gère ce service? Et dans ces comment on gère le service, il y a bien sûr les questions techniques. Chaque pays a sa tradition ferroviaire, a ses propres technicités. On connaît tous peut-être le changement de courant, mais il n'y a pas que ça. Il y a des vrais problèmes de matériel. Quel matériel peut fonctionner dans quel pays? Il y a des problèmes de gabarit, par exemple, suisses, qui ne sont pas forcément adaptés aux infrastructures françaises. Des problèmes de signalisation, qui sont assez fortes également. De formation du personnel, qui conduit quoi et pour quel service. Il me semble que sur la RER A à Paris, il y a toujours un changement entre conducteur RATP et conducteur SNCF. Donc si sur une même ville, on n'y arrive pas, entre 2 pays, ça peut être que plus difficile. Il y a également les différences culturelles qu'il ne faut pas minimiser. C'est difficile à surmonter. On ne prend pas forcément bien en compte ces différences-là. Les méthodes de travail ne sont pas les mêmes. Le type de dessert attendu, pas forcément les mêmes. Dans le cas du Léman Express, la langue était la même, ça c'était un vrai facteur de réussite en fait, concrètement. Il y a même des différences culturelles supposées, ça c'est assez marrant. C'est Mathieu Fleury, donc le directeur de Humanis, qui m'a dit que tous les Suisses disaient que les Français ne vont pas prendre le train, ils ne vont jamais le prendre. Et en fait, c'est supposé comme différence culturelle, parce que quand on offre un bon service de qualité lisible, et ben en fait, les Français le prennent. Et même le succès est beaucoup plus fort qu'attendu. Il y a les priorités nationales aussi, qui sont bien sûr un enjeu très important. Pour les Léman Express, ça s'est encore beaucoup vu. Le rail est traditionnellement pas une priorité en France. Donc on a des infrastructures qui ne permettent pas un service avec des fréquences, des cadences qu'on voulait côté suisse. De manière un peu plus globale, là c'est pas pour des RER, mais par exemple le cas espagnol-français est assez emblématique. Pour l'Espagne, c'est un enjeu très fort d'avoir des liaisons avec la France pour un peu se rapprocher du reste de l'Europe. Et pour la France, c'est très secondaire en fait. Donc l'investissement n'est pas le même. D'où le fait que par exemple la ligne ferroviaire va jusqu'à la frontière côté espagnol et le contraire pas vrai quoi. Alors je finis un peu sur une note positive pour les 2 derniers diapos, c'est peut-être un biais personnel. Mais il existe des mécanismes européens qui font qu'on peut coopérer quand même de manière assez intelligente, en tout cas des aides qui existent. Donc il y a les programmes Interreg, les eurorégions du Eurodistrict qui sont assez importants. Dans le cas catalan, par exemple, les chemins de fer catalans veulent un meilleur service avec la France.
Ça passe notamment par l'Eurorégion, pour se mettre d'accord sur quelle est l'ambition, qui finance quoi, comment c'est partagé. Et bien sûr les États, avec les coopérations qui sont directes. Le Léman Express, il a pu se faire grâce à un vieil accord qui existait entre la Suisse et la France du siècle dernier. Il y a des initiatives locales, bien sûr, c'est eux en général qui portent les besoins. Dans le cas du Luxembourg, on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu spécifique parce que c'est un pays, c'est pas un micro-pays, mais en général, ça vient des besoins locaux qui sont exprimés. Et il y a bien sûr les coopérations entre les opérateurs ferroviaires, dont j'en parle un peu plus ici parce qu'on a quand même déjà plus de 20 ans d'exemples qui marchent. Il n'y en a pas 10 000, mais en tout cas, il y en a. Il y a le sillon Lorrain, Nancy-Luxembourg. C'est une des lignes les plus fréquentées de France, avec des cadences qui ont été augmentées des années 70 quand même. Et il y a une montée en puissance qui est quand même plutôt bien, qui est en perspective, 80 000 de Et il y a une coopération entre les opérateurs qui est très bonne, Valérie Kepa par exemple, de entreprises. Les deux autres réseaux, eux, sont par contre ont des joint ventures entre les opérateurs ferroviaires, les SAFF pour la Suisse, FS et SNCF pour les autres pays. Et ça marche quand même plutôt bien. On peut aller à l'aéroport de Milan, qui est d'ailleurs celui qui dessert le bassin. Côté Léman, côté Genève, on a une belle coopération qui se fait sur beaucoup de points, et notamment le ferroviaire, avec un gros succès. Et d'ailleurs, il y a plus de 60% des utilisateurs qui ne sont pas des travailleurs transfrontaliers. Donc il y a vraiment beaucoup de déplacements de loisirs qui sont faits autour grâce au Léman Express. Et ça a un vrai effet de structuration d'agglomération. Donc le RER transfrontalier, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui peut être implanté avec des vrais effets autour de ça. On va en parler. Mais dans le cas suisse, on a quand même 2 succès vraiment importants. Et peut-être bientôt celui de Blaye. Peut-être que Tobias nous en parlera un peu plus. Et voilà, pour moi. Non, Mathieu, je te laisse. Alors, bonjour à toutes et à tous. Tristan, merci beaucoup pour cette introduction qui ouvre beaucoup de questions qu'on va pouvoir discuter avec nos intervenants. Donc moi je suis Mathieu Strahl, je suis géographe ici à l'Université libre de Bruxelles. Et pourquoi je me retrouve ici? Notamment parce que j'ai traité des questions de transport, alors plutôt à Bruxelles, mais vu le contexte institutionnel, en fait avec des problématiques qui sont assez proches de celles qui ont été discutées et qui vont être discutées, puisque dans le contexte de fédéralisme belge, le transport est une compétence qui a été largement dénationalisée et confiée aux régions. Et ça a plusieurs conséquences pratiques. Une en termes d'organisation de l'offre. Donc, dans et autour de Bruxelles, on a 4 opérateurs différents de transport public. On a un opérateur qui est resté national au niveau ferroviaire et 3 opérateurs régionaux pour ce qui relève des transports urbains et interurbains. 4 opérateurs avec très peu d'intégration tarifaire. Donc en fait, il existe une forme d'intégration tarifaire, mais qui en fait, de fait, se fixe sur le prix le plus élevé des 4 opérateurs, avec des frontières qui sont très compliquées à matérialiser pour les usagers, très peu d'intégration des horaires, très peu d'intégration même des infrastructures. Donc, pour celles et ceux qui sont venus de l'étranger par la gare du Midi, je vous invite à faire un tour de la gare du Midi et à essayer, avec la signalisation, de vous y retrouver. Et vous aurez un exemple des problématiques de franchissement de frontières à l'intérieur d'un pays, comment ça se matérialise même physiquement en termes de désorganisation de l'offre. Et ça a des conséquences immédiates sur l'utilisation de ces transports, puisque quand on regarde les parts modales des déplacements entre Bruxelles et le reste de la Belgique,
En fait, la frontière régionale est aussi une frontière de mobilité. Donc, dès qu'on est en dehors des limites bruxelloises, on a une explosion du taux d'utilisation de la voiture pour se rendre à Bruxelles. Donc, les premiers utilisateurs de la voiture pour se rendre dans la capitale, c'est pas ceux qui habitent ceux ou celles qui habiteraient le plus loin, c'est en fait ceux qui habitent immédiatement en dehors des frontières. Parce que là, ils sont confrontés à l'absence d'un vrai RER ferroviaire, mais aussi à l'absence d'intégration, y compris de l'offre existante. Donc si vous devez entrer dans Bruxelles depuis l'extérieur, vous dépendez de ces fameux bus interrégionaux gérés soit par la Wallonie, soit par la Flandre, qui vous amènent effectivement dans le centre, mais là où vous devrez sans doute avoir un second billet pour continuer votre trajet. Vous n'êtes pas certain d'avoir une intégration des horaires, et de toute façon avec une offre assez faible. Et donc on a ça amène une géographie assez particulière, avec un usage de transport public dans la capitale qui est assez fort, et puis une ceinture de très fort usage de la voiture, et ensuite c'est seulement à plus grande distance que les gens se remettent à utiliser le train, en fait, essentiellement, parce que l'offre est calibrée plutôt pour les liaisons interurbaines. Et donc ça ouvre pas mal de questions, et pour continuer à en discuter, je propose d'inviter ici sur le podium nos trois intervenants de cette deuxième partie de l'après-midi. Donc Michael Jacquemin des Amis du Rail de Allons-y, Tobias Imostek de ALP Rail et Citra Pivot, et Vincent Doumaïrou, qui est expert du rail et président de Fer Inter. À tous les trois. Je vous propose, pour lancer finalement cette discussion, de vous poser une question relativement ouverte. On pourra ensuite aller plus dans le détail. Une question ouverte qui va être, on a vu au travers des cartes de Tristan qu'en fait, plusieurs de ces passages frontières, où potentiellement on pourrait avoir des améliorations si on le lit positivement, ou plusieurs des passages frontières, on a un manque d'infrastructures, si on le voit de l'autre côté, correspondent à des zones sur lesquelles vous êtes actifs, puisqu'on a vu plusieurs points qui correspondent aux frontières franco-belges, franco-suisses et franco-allemandes. Et donc ma première question, c'est: comment pour vous se matérialise cet effet de frontière, et comment est-ce qu'il a évolué au cours, disons, des 20 dernières années, pour le mettre en parallèle avec l'ouverture du marché ferroviaire international européen à la concurrence? Ouverture partielle, ça vous pourrez y revenir. Donc comment vous voyez matériellement cet effet de frontière, et pour vous, comment est-ce qu'il a évolué au cours de ces, disons, 20 dernières années? Si vous voulez remonter un peu plus loin, un peu moins, libre à vous de le faire. Alors, je commence par mon voisin immédiat. Je vous cède la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour répondre à cette question, donc, il faut savoir qu'il y a des problèmes de matériel, il y a des problèmes de signalisation, il y a des problèmes d'alimentation électrique, il y a des problèmes tarifaires, on en a parlé tout à l'heure. On a des problèmes de correspondance aussi, parce qu'il faut savoir que si le matériel ne peut pas circuler des deux côtés, eh bien les utilisateurs sont obligés de prendre des correspondances. Et on a aussi, pour l'heure actuelle, des problèmes de matériel qui devient obsolète sur le réseau SNCB, qui oblige notamment ces correspondances, mais qui ne sont pas toujours adéquates, et qui freinent l'usage du train au niveau des usagers. Le monde politique a été un peu lent à réagir. On a vu ces dernières années, tant de l'époque de M. Belloc que de M. Giquinet, des évolutions qui tentent à essayer d'être un peu plus positives que par le passé. Parce qu'il faut savoir que le rail a quand même été fortement désinvesti. Je parle ici de la relation Bruxelles-Luxembourg. C'est une ligne sur laquelle on n'a plus rien investi depuis les années 1950 environ. Donc là maintenant on est en train de remettre, moi j'ai enfin joli, on est en train de remettre la voie en état. Eux ils disent on la modernise, oui, certes, mais pour moi c'est surtout la remettre en état, parce qu'en fait on a un réseau vraiment, si je peux permettre l'expression, pourri. Et au grand dam des Luxembourgeois d'ailleurs, puisqu'ils ont toujours été d'accord de financer et d'aider la Belge, d'ailleurs pour preuve, lors de la réouverture de la ligne à Meuse, ils ont financé tous les quais. La même chose sur la ligne 42 qui va sur Liège. Liège-Rouly, Luxembourg. Donc, bref, quand on veut, il peut y avoir des coopérations entre pays.
Voilà, on va pas à ce niveau-là. Merci. Alors, pour ma part, donc, je vais parler de l'agglomération de Lille, où j'ai la chance, parce que c'est quand même une assez chouette amie, enfin, qui en a la réputation, je le confirme. J'ai la chance d'être depuis 4 ans, donc je suis un peu un récent, mais de très longue date, je m'intéresse au chemin de fer, notamment au chemin de fer belge, et les articles que j'ai écrits dans le monde diplomatique sont pour la plupart consacrés à la Belgique. Alors, il y a effectivement un effet de frontière, puisque en fait, il y a 2 frontières en réalité. Il y a une frontière et une sous-frontière, c'est-à-dire il y a une frontière internationale donc, entre la France et la Belgique, tout bêtement, donc, qui date dans ses grandes lignes du traité d'Utrecht en 1713, au-delà des vicissitudes de l'histoire. Bon, la Belgique n'existait même pas encore à l'époque, mais c'était un bout, enfin, ça a été accordé à l'Autriche, donc je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, grosso modo, c'est une frontière historique de très longue date. Il y a une seconde frontière qui est une frontière linguistique et qui elle est interne à la Belgique et qui passe, qui pour partie recoupe la frontière internationale donc de la MEL, de la métropole de Lille, et pour partie en 110 juin en quelque sorte. Et par exemple, quand on prend le train, je vais venir tout de suite de Lille vers Tournai, eh bien, nous restons en zone francophone. Quand on prend le train vers Courtrai, nous passons à Moucron, donc qui est une ville du Hainaut, mais à facilité, c'est-à-dire qu'il y a une facilité pour les néerlandophones. Et à Courtrai, on passe là en Flandre, c'est-à-dire en zone néerlandophone. Alors j'en parle parce que je trouve que je maîtrise le néerlandais, mais aussi et surtout parce qu'évidemment ça a une influence sur les flux de voyageurs, puisque toute chose égale par ailleurs, il y a forcément plus de flux d'une manière générale entre des zones d'une même langue que entre des zones d'une langue différente. Et alors, il y a 2 liaisons. Donc, alors, du point de vue institutionnel, donc il y a la région flamande, il y a la région pour les transports publics, monsieur l'a dit, c'est vous qui l'avez dit, je crois, donc un opérateur qui s'appelle, enfin, le nom commercial c'est De Lane, et qui a des lignes qui vont vers Armentières, vers le bout de la métropole lilloise, mais c'est assez marginal. Il y a un opérateur, l'opérateur de la région wallonne, donc le TEC, c'est le nom commercial. Donc, il y a également des lignes qui vont pénétrer vers la métropole de Lille, mais c'est assez marginal dans les flux. Et il y a surtout une collaboration entre la SNCB et la SNCF, entre les deux. Et alors, il y a effectivement, il y a un effet de frontière. Alors, bon, pour donner une petite anecdote, le train, donc il y a 2 lignes, Lille, Courtrai, Anvers, et Lille, Tournai, et au-delà vers Liège. Alors avant, il y avait une ligne qui allait de Lille à Liège directement et qui avait une mission semi-directe entre Lille et Tournai. Maintenant, il y a une ligne qui s'arrête à Tournai, qui ne va pas plus loin de Tournai et qui fait une desserte de type omnibus. Et pour la ligne Lille-Courtrai, on a également au sein de la métropole lilloise une desserte de Roubaix-Tourcoing. Donc c'est un TER en France et c'est un Intercity en Belgique. Donc en fait, dans les 2 cas, il y a un contrat de gestion avec une autorité organisatrice, donc l'État belge en Belgique et la région des Hauts-de-France en France. Donc il y a toujours une logique de service public. Toutefois, en Belgique, on est dans une logique de train de grande ligne avec Intercity, donc en anglais ça veut dire train de grande ligne. En France, on est dans une logique de desserte locale. Et il y a un petit effet frontière. Alors toutefois, il y a une structure qui s'appelle un groupement européen de coopération transfrontalière, donc je pense que monsieur est sans doute plus spécialiste que moi du sujet, mais qui s'appelle l'Eurométropole, qui regroupe une partie de la Flandre, une partie de la Wallonie et la MEL, donc la métropole européenne de Lille, et qui a son siège à Courtrai, et dont un des objectifs proclamés est de permettre une intégration tarifaire. Voilà. Et enfin, donc il y a quand même des... Enfin, je serai peut-être plus précis, je pense que j'ai déjà été assez disert. Voilà, bonjour tout le monde. Je suis ici pour représenter Altrail, l'association lémanique pour la promotion du rail sur la zone franco-suisse de Genève. Je me demande si est-ce qu'on peut rallumer le projecteur, parce qu'effectivement Tristan avant avait une diapo qui allait très bien dans le sujet. Non, c'est bon, c'est plus au-dessus. Ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. C'est pire, on vous redira. Voilà. La région franco-suisse genevoise
qui, en fait, se trouve dans la situation où vous avez un centre qui est en Suisse, et qui est littéralement entouré à 90%, 90, tout le monde comprend? Bien, à 90%, entouré par le territoire français. Donc ça, c'est la caractéristique de cette région. Et alors, je pourrais pas dire qu'est-ce qui... Voilà, pour dire qu'est-ce qui concrétise le fait transfrontalier ici, c'est ça. Après, comment ça a évolué ces 20-30 dernières années? Alors, en fait, le point de départ est même des deux côtés de la frontière, c'est la pauvreté ferroviaire. Alors, souvent on pense la Suisse, ah oui, le pays du train, la Suisse, oui, mais la Suisse, il y a beaucoup de Suisses, hein, il y a 26 cantons, c'est un pays fédéraliste, hyper fédéraliste, chez politologues, c'est parmi le plus fédéraliste de tous les pays fédéralistes dans le monde, et donc quand vous passez une frontière cantonale, vous passez vraiment une frontière. Alors, vous n'avez pas un poste frontière par ce point-là, mais ça a des effets. Et donc, par exemple, à Genève, le réseau de tram, qui était parmi les plus développés d'Europe, hein, on était aux 120 à 130 km de réseau de tramway, a été réduit à près de zéro. Il n'y a plus qu'une ligne qui restait. Hein. Et puis, côté français aussi, beaucoup démantelé. Et puis, quand on regarde le réseau, il restait juste la grande ligne est-ouest qui vous amène sur l'axe est-ouest pour aller à Lyon, pour aller à les Alpes. Le reste, voilà, plutôt anecdotique. Et vous aviez un petit bout de réseau en France qui partait sur le département de la Haute-Savoie. Alors, il y a des noms qui sont connus, Évian, Saint-Gervais, Chamonix, Annecy, des termes qui sont connus. Et là, il s'agissait de faire ce maillon qui traverse la ville pour relier la gare principale, le réseau suisse, vers le réseau de Haute-Savoie. Donc voilà, restez, c'est bon, restez assis, c'est bon. C'est moi qui dois le pousser, c'est pas vous. C'est moi qui on le voit juste ici. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qui existait, c'est ça, donc hérité du 19e siècle, et puis ça. Et puis ce qui manquait, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est pas une blague, ça a mis 120 ans. La convention pour construire cette ligne a été signée en 1882. Voilà, ça fait même 127 ans. Voilà. Puis après, il y a un deuxième accord en 1912, puis à la fin de la guerre mondiale, puis on a commencé à construire un premier bout en 1940, puis on a dit en 1970, oui, on va terminer, puis rien ne s'est fait. Puis en 1980, ah oui, la réalisation d'un aéroport. Oui, bon, alors on fait l'aéroport. Mais vous pouvez faire la ligne à l'aéroport, mais vous ne demandez pas ce maillon central avant l'an 2000. L'an 2000, on veut le maillon central. 2019, on nous recule. Voilà, un siècle et demi presque. Je m'arrête là, vous avez de questions. Merci beaucoup. On voit déjà plusieurs points communs en fait entre vos trois interventions. C'est que, alors même que il y a un discours sur les villes européennes, sur l'intégration transfrontalière, sur l'importance de cette intégration transfrontalière, on voit dans la pratique, on voit dans vos trois pratiques, en fait, plusieurs éléments, une dégradation, une baisse de l'offre qui prend différentes formes ou des retards d'investissement dans le cas franco-suisse sur certains maillons et une baisse de l'offre sur d'autres. Et de ce qu'on lit dans la littérature, c'est pas, enfin, vos expériences ne sont pas des cas isolés, ont plutôt tendance à être ce qui se passe en général sur le transport ferroviaire transfrontalier en Europe, à l'exception des liaisons, de certaines liaisons TGV, parce qu'on pourrait même revenir sur les liaisons TGV franco-italiennes ou franco-espagnoles, qui sont même à ce niveau-là sont problématiques. Et avec tous les impacts environnementaux, sociaux que ça peut avoir, puisqu'on voit que par ailleurs, effectivement, il existe un nombre assez élevé de travailleuses et de travailleurs transfrontaliers, en particulier dans les trois régions que vous analysez. Du coup, ma deuxième question qui reste assez large, c'est pour vous,
face à cette contradiction, quelles sont les pistes de réponse, les éléments manquants, ce qu'il faudrait. Vous avez, en fait, en parlant du manque d'investissement, le miroir, c'est l'investissement, mais comment ça se fait qu'il n'a pas lieu? Qu'est-ce qui empêche finalement ces investissements? Quels sont les éléments bloquants? Est-ce que c'est uniquement un manque de moyens dans un contexte général de désinvestissement dans les infrastructures publiques, ou est-ce qu'au niveau des frontières s'ajoutent d'autres éléments? Et donc on peut faire le tour, mais dans l'autre sens, en commençant du bout de la ligne et en revenant par ici. Je ne suis pas sûr tout de suite à la concrète question, parce qu'il faut juste la redire. Quels sont les éléments qui empêchent une meilleure offre ferroviaire transfrontalière? Quels sont ce qu'on pourrait améliorer selon vous, ou ce qui bloque selon vous? Alors, ce qu'on pourrait améliorer, beaucoup de choses. Non, je ne m'arrête pas là quand même. Oui. Alors là, ce qui me vient à l'esprit comme ça, c'est la mobilité, c'est une culture. Ça peut être des cultures nationales, ça peut être des cultures personnelles, des cultures régionales. Je veux dire, quand on va en Suisse ou au Japon, on sent qu'il y a une certaine... Dans la vie de tous les jours, les mobilités ont été développées différemment. Et maintenant, la question c'est... Bon, alors ça c'est pour la culture, mais en même temps, vous avez aussi un aspect technique fort, qui fait aussi partie de la connaissance du système ferroviaire. Comment est-ce que je développe un système ferroviaire de telle sorte qu'il ait du succès? Et là, la réponse suisse, c'est-à-dire l'expérience suisse là-dedans, c'était en fait de dire, ok, où est-ce qu'on a le maximum, ce qu'on appelle les personnes kilomètres? Bien. Combien de kilomètres sont parcourus? Souvent, on vous donne le nombre de passagers. Bon, souvent, les chiffres nombre de passagers, c'est facile de trouver. Ceux-là, ils sont publiés pour les entreprises et les volontiers parce que financièrement, on ne peut pas en faire grand-chose. Ce qui est vraiment secret défense, c'est combien de kilomètres sont vraiment voyagés. Alors là, tout de suite, ces données-là, vous ne les obtenez pas facilement. Parce que là, je roule tant de personnes kilomètres, en fait, déjà, je vais mettre un bus, comme ça, je fais concurrence au train. Et puis, paf, on vous enlève le client. Voilà, effectivement. D'abord, c'est ça. C'est ça la première question qui a été posée. Puis la deuxième, c'est de dire, ok, là on a la demande, on sait où elle est, quel horaire, quelle offre faut-il mettre en place, quelle fréquence, quelle quantité, quelle capacité, quelle vitesse. Puis après, on construit un ordre. Et en dernier, on pose la question, ok, est-ce que je dois agrandir l'infrastructure? Voilà, ça vient en tout dernier. C'est la question de l'infrastructure. Je ne sais pas, est-ce que ça répond? Alors, là, pour ce qui est de, comme j'ai dit, il y a à peu près un train par heure et par sens, donc que ce soit de l'île Tournai, donc dans les deux sens, et l'île Moucron-Courtrai. Alors là, je dirais, l'intervenant précédent vous parlait des différentes cultures. Bon là, très clairement, c'est un peu la Belgique qui a imposé sa culture du cadencement à la France. D'habitude, c'est la France qui impose ses vues à la Belgique. Là, c'est un peu le plus petit qui a imposé sa vue au plus gros, puisque le cadencement est quasi parfait, comme c'est assez rare quand même à trouver sur le réseau français. Alors, le problème, c'est que, par exemple, le train qui va vers Courtrai dessert, peut-être l'ai-je déjà dit, et en tout cas, j'en suis désolé, dessert également Roubaix et Tourcoing. Donc, on a vraiment un mariage de deux types de missions. C'est-à-dire une mission quasiment interville, alors j'ai un peu déjà dit aussi, mais c'est d'aller vers Anvers et un train de banlieue, quoi, quasiment. Et donc, il faut quand même rappeler les chiffres de population. Donc, la métropole de Lille, en tout, c'est quand même un peu plus d'1 million d'habitants. Et la ville de Lille, la commune, c'est 230 000 habitants. Et Tourcoing et Roubaix, c'est quand même 95 000 habitants chacune. Et qui sont, si je veux dire, dans un mouchoir de poche, si vous me permettez l'expression. Donc là, bon, il faut vraiment, je pense, pour aller jusqu'à un train toutes les demi-heures et qui irait jusqu'à Moucron, puisque Moucron est vraiment la ville de 30 000 habitants, je crois,
qui est dans la continuité urbaine de Tourcoing. C'est vraiment ce sont vraiment 2 villes frontalières. Donc il y a un accroissement des cadences qui est vital. Et alors s'agissant des problèmes culturels, alors ce qui est la liaison vers Courtrai, le personnel de bord est systématiquement flamand. Évidemment, il y a un problème linguistique puisque il faut qu'ils sachent parler français. Évidemment, on ne peut pas mettre de contrôleur français puisque personne ne parle néerlandais. Évidemment, on va mettre un néerlandophone qui parle aussi français. Voilà. Et en revanche, sur la liaison Lille-Tournai, ce sont des locutions à des contrôleurs français. Là, évidemment, il y a une continuité il y a une continuité linguistique. Voilà, c'est pour la déco. Dans le cas belgo-luxembourg. Donc, dans le cas belgo-luxembourg, donc en fait, c'est l'amplitude qui peut se donc, il faut se l'améliorer. Les trains directs partent beaucoup trop tard le matin et ne passent pas assez tard le soir. Donc ça, c'est un problème qui est évoqué depuis de longue date et qui a du mal à évoluer des 2 côtés de la frontière. Bon, il faut savoir que les liaisons qui sont effectuées, les liaisons directes qui font Luxembourg, Bruxelles, via Arlon, sont opérées par l'opérateur SNCB. Les CFE le fait depuis maintenant déjà de quelques années, des trains luxembourgeois qui vont pour l'instant jusqu'à Arlon. Mais c'est plus des trains locaux. Ils ont une amplitude bien plus grande, donc notamment les gens d'Arlon sont un peu plus chanceux, puisque eux, ils ont des amplitudes depuis 4h30 du matin jusqu'à à peu près à 11h le soir. Donc ça, c'est très bien, et on voudrait que ça s'élargisse dans un rayon de plus ou moins une trentaine de kilomètres. Parce que l'axe frontalier se situe sur 2 km côté belge. Il faudrait savoir que les communes d'Arlon et Aubange sont principalement les communes les plus où il y a le plus de personnes qui sont frontaliers qui travaillent ensemble. Donc ça c'est une première partie. Donc le matériel aussi, ça fait de longues années qu'on demande le remplacement de matériel, parce que là maintenant on nous avait promis le matériel M7 pour effectuer les relations entre Luxembourg et Arlon. Mais malheureusement le problème c'est que ce matériel se fait attendre et ça empêche le retour des trains directs. Et ça c'est un gros frein pour la population. Parce que eux, les gens, ce qu'ils veulent en général, c'est ne pas devoir prendre des correspondances. Parce que pour eux, c'est synonyme de pouvoir la perdre et c'est donc une perte de temps. Alors après, on a demandé aussi des accords tarifaires. Bon, maintenant, il faut savoir que côté Grand-Ducal, le tarif, c'est gratuit. Vous pouvez prendre n'importe quel moyen de transport en commun, c'est gratuit. Côté belge, il y avait eu un effort à l'époque dans l'espoir de la création d'un parking P+R à Béville. Donc le ministre luxembourgeois avait fait un effort pour faire baisser le tarif transfrontalier. Il avait effectivement baissé, malheureusement par la suite la SNCB a augmenté ses tarifs. Donc ça a eu un petit effet, mais pas celui escompté. Donc, si ce n'est, il faut quand même le signaler, jusque librement, du moins en tout cas les parkings sont gratuits. Ça c'est déjà une chose assez agréable pour les usagers, parce que ça représente, en tout cas côté belge, quelque chose qui n'est pas non plus, qui représente aussi un certain tarif par rapport à son abonnement. Il faut savoir que la liaison librement jusqu'au point frontière, c'est 193 € par mois. Donc les usagers, ils font parfois le calcul entre la voiture et le rail, et s'ils regardent les retards qu'il y a et la facilité qu'offre la voiture, eh bien ça n'incite pas toujours les gens à prendre le train. C'est ça le problème. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Oui, aussi le gros matériel au niveau de l'offre, c'est comment l'Europe a développé un système ECTS. C'est quelque chose qui était positif à première vue, mais on se rend compte que chaque société nationale a voulu un peu faire entre guillemets à sa sauce pour essayer de garder son rail national. Et ça pose de gros problèmes des deux côtés de la frontière, parce qu'en fait, il faut savoir que nous autres, on a eu un problème de matériel, notamment et c'est encore le cas maintenant. Il faut savoir que le côté belge, il faut à peu près 7 mois pour homologuer le matériel, et côté luxembourgeois, 6 mois. Ce qui fait, normalement, ça c'est dans le meilleur des cas, 13 mois. Mais dans la réalité, c'est 24 mois.
Et c'est chaque machine maintenant qui va être homologuée. Donc je vous passe les détails et la durée en longueur. Donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et si c'est ça que l'on va vivre, c'est pas vraiment une réussite. Et ça serait vraiment amélioré. Voilà, pour moi, en tout cas, merci beaucoup. De nouveau, des éléments intéressants qui interviennent et qui me donnent envie de vous faire réagir, notamment par rapport à la première table ronde. Qu'en est-il de la biéthique? Vous avez parlé de la question de la gratuité. Donc là, plus spécifiquement pour vous, est-ce que vous avez un retour des navetteurs belges par rapport à ça? Est-ce que ça implique, par exemple, qu'il y ait maintenant des luttes pour étendre la gratuité? Alors vous avez parlé des parkings, mais même au-delà à l'offre ferroviaire ou de transport en commun en général transfrontalière. Est-ce que ça a amené un changement dans les revendications des usagers que vous entendez ou que vous relayez en tant qu'association? Et pour vous, comment a évolué cette question de la biéthique depuis la libéralisation? Est-ce que pour vous ça a été on a été vers une simplification ou pas? Alors moi je vais vous donner ma réponse d'usager qui utilise par exemple le vélo et le train. Les 3 frontières sur lesquelles vous travaillez, je les ai toutes franchies en vélo pour pas les franchir en train, vu les suppléments que ça implique, par exemple en termes de billets, au-delà des complexités, de l'interdiction dans certains. Donc, si on prend la frontière, les trains entre l'île et la Belgique, selon qu'ils soient opérés par tel ou tel matériel, on peut ou pas mettre son vélo, le supplément est différent dans un sens et dans l'autre. J'imagine que c'est une problématique que vous rencontrez en général, avec vous la particularité d'en plus être frontalier avec un pays où maintenant on a la gratuité totale sur l'offre de transport en commun. Donc commençons par vous. Est-ce que cette gratuité a changé la manière de voir les choses des usagers belges transfrontaliers? Alors oui, donc il faut savoir que ça a été quand même accueilli très favorablement. On a constaté un certain nombre d'utilisateurs que ça a incité à prendre le train. Ça c'est une bonne chose. Maintenant, ça a aussi ses effets pervers. Parce qu'il faut savoir que dû par le manque de train très tôt ou très tard, ou par manque de correspondance, les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se pressent vers la première gare frontière luxembourgeoise. Et ça pose de gros problèmes au niveau, par exemple, des parkings. Les gens se remettent à franchir la frontière en voiture pour... Exactement. Et ça pose de gros problèmes au niveau des bourgmestres des communes concernées. Nous autres, nous avons proposé d'étendre la gratuité jusqu'au moins donc 30 km aux alentours, jusque donc Libramont, jusque Vielle-Salle, Trois-Ponts, jusque Bertry, Florent-Ville-Virton, pour permettre aux gens pour les inciter à prendre le train. Les parkings sont existants, mais par exemple sur la ligne qui fait Bertry, Virton, Atu, Luxembourg, le problème qui se pose maintenant, nous avions anciennement des trains CFL direct entre Virton et Luxembourg, ils n'existent plus, parce que les CFL, il faut savoir qu'actuellement il manque de matériel aussi. Ils viennent d'en racheter, ils sont en cours de livraison, ils sont en cours d'homologation. Normalement, les premières machines devraient pouvoir circuler à partir de janvier 2024. Mais le fait de rupture de charge, donc le manque de correspondance possible en gare d'Atu, ça pénalise les utilisateurs à prendre le train côté belge et à se garer côté belge, malgré le fait que les parkings sont gratuits. Je vais répondre, donc, pardon, vous nous répétez la question. Donc, quelles sont les problématiques qui se posent au niveau de la biéthique et comment est-ce qu'elle a évolué plus précisément est-ce que c'est une question qui revient dans l'usage ou le non-usage de ces liaisons? Alors là, je parle également évidemment en tant qu'utilisateur, personnellement occasionnel. Alors, la biéthique, vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que du côté français, il y a deux types de biéthique. Il y a la biéthique du TER, liée au transport régional, donc, qui est géré par la région des Hauts-de-France, qui est associée à Jamil. C'est les grandes régions de 2015, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Et il y a la tarification de la MED. Donc la MED, c'est la métropole européenne de Lille. Et on peut prendre, en fait, une intégration tarifaire qui fait qu'on peut prendre le train à l'intérieur des frontières de la MED
avec un billet de la même, un billet de métro ou de transport public, donc que j'utilise. Et ça, évidemment, ça va jusqu'à la frontière, évidemment, puisqu'il n'y a aucune logique transfrontalière là-dedans. Et au-delà, évidemment, à l'intérieur, on passe à la logique belgo-belge, si je veux dire, comme il y a la logique franco-française, avec notamment, alors, une petite anecdote, c'est une anecdote, après je passe peut-être à des choses un peu plus générales, mais personnellement, quand je faisais un trajet occasionnel avec Gand, par exemple, avec ce qu'on appelait avant un rail pass, ça s'appelle le Sandar Multi maintenant. Je ne comprends pas trop le marketing des deux côtés de la frontière, des fois c'est incompréhensible. Sandar rail pass, tout le monde comprenait. Enfin, le problème, c'est qu'il y a bien spécifié sur le rail pass que ça ne va pas au point frontière, donc il faut vraiment aller jusqu'à la dernière gare belge. Et après, en fait, j'ai découvert à partir de Tourcoing, donc j'ai découvert jusqu'à Moucron, et à partir de Tourcoing, par le biais, l'abonnement Ilévia de transport. Et alors, il y a un coût, alors ça n'est pas le coût, c'est 2 ou 3 euros, c'est rien, mais ça m'agaçait la perte de temps pour avoir 3 billets même, c'est un peu aberrant. Et donc, souvent, je faisais le trajet, en fait, en 100 billets, Tourcoing-Moucron, donc j'étais en fraudeur. Et en général, et il y en a une, un jour, elle a parcouru elle m'avait repéré, et elle m'a contrôlé en plus. Après, c'était presque arrivé à Courtrai, elle m'avait repéré en plus. Et elle m'a demandé, c'est une anecdote, mais il y a des très conservateurs qui ont bien, là, je l'ai félicité intérieurement. Elle m'a mis une amende, mais j'ai quand même félicité. Bien joué. Sinon, alors, donc, il y a effectivement un problème de franchissement de frontières, et il y a aussi, toutefois, il y a quand même des abonnements. Alors, pour les occasionnels, il y a des billets qui permettent d'aller, alors, je crois que c'est 19 exactement en gare belge, un certain nombre de gares belges, un certain nombre de gares françaises, mais avec des aberrations, comme par exemple les villes de la côte, ne sont pas concernées. Par exemple, donc de Lille à Bruges, on peut avoir un tel billet, on peut avoir un aller-retour dans le week-end, mais de Lille à Ostende, ou à Blankenberge, ou à Knock, etc., on ne peut pas. J'ai découvert à mon corps défendant il y a 3 semaines en voulant aller à Ostende. Et enfin, il y a tout de même des abonnements, par exemple la SNCF ont des abonnements vers Lille, par exemple, ça coûte de l'ordre de 105 € par mois. Donc un tarif qui est conforme, je dirais, voilà. Donc il y a quand même un effort, il y a bel et bien un effet de frontière, un effet de saut de frontière. Il y a tout de même des efforts qui sont menés pour quand même avoir une offre un peu transfrontalière. Alors, je vais pouvoir continuer exactement sur cette lancée parce qu'effectivement, donc en fait, ce qu'on constate à Lille, c'est qu'il y a une frontière plus loin dans le territoire belge. C'est-à-dire, on peut aller de Lille à Bruges avec un billet, mais pas de Lille à Ostende. Oui, voilà. En fait, alors ça, c'est une offre, on peut évidemment prendre un billet Lille-Ostende, mais ça, c'est une offre qui est faite pour les gens qui font l'aller-retour le week-end et qui n'est propre qu'à un certain nombre de destinations. Pardon. Donc ça, c'est une offre qui est faite pour un certain nombre de destinations pour avoir l'aller-retour au sein du week-end. C'est comme, je ne sais pas si ça existe en Suisse, mais les billets week-end en Belgique. En fait, le truc, c'est que chez nous, c'est le même problème. C'est pour ça que je pose la question, c'est que c'est pareil. Moi, j'habite sur Lausanne. C'est près de Genève, mais c'est une autre agglomération. Et donc, moi, je peux faire un billet de Lausanne à Genève. Je peux même faire de l'international, c'est-à-dire je peux avoir un billet Lausanne-Lyon, ou Lausanne-Paris, Lausanne-Bruxelles, voilà, comme aujourd'hui par exemple. Mais Lausanne-Annecy, ah non, ça ne va pas. Ah ben non, parce que là, vous êtes dans la zone du Léman Express, donc il faut que j'achète un billet pour Genève, et à Genève, quelque part dans la zone, à Nyon par exemple, hein, c'est encore en Suisse, mais c'est dans la limite zone Léman Express, ah ben oui, là je peux acheter un billet pour Annecy. Voilà, donc ça c'est en fait on a essayé de supprimer des frontières pour qu'on puisse avoir un billet à travers la frontière, et ça concerne que l'agglomération. Donc on crée une nouvelle frontière à l'intérieur du territoire suisse entre l'agglo genevoise et le reste de la Suisse. Voilà. Donc ça c'est un élément. Après il y a des abonnements qui ont été mis, donc c'est avant tout des abonnements de trajet qui avaient été mis. Donc c'était inauguré en 2019, hein, c'est très récent. Et le souci, c'est que dans l'inauguration, je cherchais un peu quels étaient les prix. Quel est le prix? Je n'ai aucune idée. On a beau chercher sur tous les sites web, les Maris, les Léman Express, inaugurés, oui, venez, c'est super, ça fait 120 ans qu'on en parle. Connaître les prix, non. Un abonnement, non. Parce qu'en fait, c'est vraiment des abonnements de trajet.
Il faut vraiment dire où on habite, où on travaille, pour que vous obteniez le prix de votre abonnement. Mais trouver comme ça sur le web, alors peut-être ça a changé entre-temps, je pense qu'ils ont dû faire des projets, des progrès, je n'ai pas regardé pour l'année dernière ou les 2 dernières années, mais en tout cas la première année et les 2 premières années, c'était comme ça. Voilà, donc ça c'est des limites. Tout à fait. Et pour donner un autre exemple récent, donc si vous allez à la gare de Lille, vous pouvez effectivement utiliser un rail pass jusqu'à la dernière gare vers la frontière. Et donc prenons l'exemple de la gare de Gouvy, qui est la dernière gare avant de passer au Grand-Duché. Par contre, sur cette même borne, si vous voulez acheter un billet Gouvy jusqu'à la première gare luxembourgeoise, puisque pour ce trajet-là, il n'y a pas encore de gratuité, donc vous ne pouvez pas l'acheter sur cette borne-là, il faut passer par le guichet international de la gare ou en fait par l'application, mais sur la borne en question, impossible d'acheter. Donc il y a toutes ces complexités qui apparaissent et on les voit avec différentes formes. Et donc ma dernière question avant de lancer les questions de la salle, c'est face à tout ça, pour vous, quel serait un meilleur modèle de régulation de cette offre transfrontalière? Est-ce qu'il faudrait aller vers des opérateurs publics transfrontaliers? Est-ce que, comme la régulation européenne a l'air de le défendre, il faudrait aller vers plus de compétition et moins de barrières de différentes formes? On a parlé des questions de régulation du matériel. Est-ce que c'est vrai qu'en allant vers plus de compétition, on régulerait ça, ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Moi, j'ai mon avis, mais je veux bien avoir le vôtre aussi. Est-ce qu'il ne faut pas de nouvelles structures, mais qu'on pourrait s'en sortir avec les structures existantes? Mais alors comment? Donc, cette question de l'outil de régulation qui, pour vous, permettrait de mieux organiser cette offre transfrontalière quotidienne. Et on peut commencer par... Alors, venant d'un Suisse, ça va vous étonner, il faut une norme européenne. Voilà. Dans l'idéal, il faudrait régler d'une pierre deux coups le problème de la billetterie internationale pour les longs trajets, et en même temps aussi les questions de zone et de billettique sur les régions transfrontalières. C'est-à-dire vraiment faire ça d'une pierre deux coups, et d'avoir les deux côtés des frontières les mêmes standards, et qu'on puisse, l'agglomération puisse de manière flexible définir les zones, les différentes zones. Alors, tout à l'heure, on disait, oui, je passe à vélo la frontière parce que je sais que tout de suite le prix va augmenter. Bon, ça, je pense que c'est immanquable. Quand vous passerez une frontière politique, souvent, voilà, vous êtes dans une autre zone tarifaire, très souvent. Pour ça ne changera pas. Mais au moins qu'on puisse construire les différentes zones, plus ou moins indépendamment de la frontière, et puis avoir des systèmes de transport cohérents par-dessus les frontières. Alors, je ne sais pas, ne me demandez pas comment faire, là je donne juste l'objectif. Ça, c'est l'objectif qu'il faut atteindre, c'est-à-dire d'avoir ce résultat, régler les deux problèmes, billettique internationale à grande distance et RER transfrontalier, d'une pierre deux coups. Après, comment? Je ne sais pas. Je dirais que oui, alors c'est compliqué parce que là, on pourrait se dire pour résoudre les frontières, il faudrait une autorité organisatrice transfrontalière qui franchisse les deux pays. C'est un peu avec l'élément express, il y a une société un peu dans ce sens-là qui a été créée. Mais le problème, c'est un peu comme vous le dites, il y aura toujours une frontière de toute façon. Donc voilà, c'est compliqué. Alors là, les perspectives, évidemment. D'où le titre d'ailleurs de cette table ronde, sont les RER métropolitains, donc les projets de RER métropolitains. Donc je rappellerai que dans le cas des Hauts-de-France, ce qui n'était pas encore les Hauts-de-France, il y a déjà eu un projet au début des années 2010, il y a eu un débat public en 2015 de RER du Grand Lille. Alors ça allait vers le bassin minier, mais il y avait aussi une branche qui serait allée, qui ira vers Courtrai. Donc il y a également un enjeu transfrontalier, mais pas vers Tournai, bizarrement, quand on voit les cartes. Alors qu'on se dirait qu'il y a sans doute plus de flux vers Tournai que vers Courtrai, mais bon. Mais voilà, je dirais qu'il
il faudrait une collaboration en tout état de cause, qu'on fasse une autorité organisatrice transfrontalière, ou finalement dans la continuité de ce qui se passe, c'est-à-dire deux opérateurs qui sont en fait tous les deux liés à leur état respectif, puisque la SNCB comme la SNCF restent des opérateurs, des exploitants des sociétés publiques. Là, il faut un esprit de collaboration, pousser l'esprit de collaboration à son maximum, puisque ce fameux saut de frontière, on pourrait le résoudre avec un peu de volonté. Il n'y a rien d'infranchissable non plus. Enfin, c'est qu'à le dire. Ces petites handicaps tarifaires qu'on met aux frontières, il peut parfaitement être abrogé. Alors, l'ouverture à d'autres opérateurs, je suis mitigé et pas très convaincu pour plusieurs éléments. Le premier, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de sillons qui est attribué par ligne, et donc là on est déjà limité par ça. Et si je compare un peu aux marchandises, je ne suis pas spécialiste en tant que voyageur, parce qu'il faut une petite information, je travaille pour les chemins de fer luxembourgeois également. Donc je sais que pour les marchandises, chaque année il y a une négociation des sillons, et sur un même sillon, normalement, s'il y a déjà une entreprise ferroviaire qui l'a, elle le garde pour autant qu'elle veut continuer. Donc elle a priorité sur une qui le voudrait. Est-ce que ce serait la même idée concernant le voyageur? Je ne peux pas dire, parce que ça, je ne travaille pas à ce niveau-là. Mais donc, il existe déjà bel et bien cette problématique d'achat de sillons et de disponibilité de sillons. Maintenant, dire que ça améliore l'offre, peut-être que le nouvel opérateur pourrait offrir des plages horaires plus importantes, démarrer plus tôt, rentrer plus tard, peut-être. Mais je ne suis pas spécialement convaincu. Moi, ce que je pense qui serait peut-être mieux, c'est améliorer les collaborations entre les deux sociétés de chemin de fer. Je vois qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, seulement maintenant, mais c'est une bonne chose. Je vois que les CFL vont venir jusque normalement Libramont, avec leur propre matériel. Il faut savoir aussi que côté, des deux côtés, c'est moins marquant côté luxembourgeois, mais c'est plus marquant côté belge. Il y a une crainte au niveau du personnel, en tout cas en termes d'emploi, parce que ça veut dire que s'il y a du personnel luxembourgeois qui vient avec ses propres machines sur le territoire belge, bien, des emplois existants, est-ce que les lignes vont rester telles quelles? Maintenant, il faut savoir aussi qu'au niveau de l'infrastructure, il y a aussi par exemple Infrabel, le gestionnaire, il met du personnel en place par rapport au volume qu'il gère. Et maintenant, si normalement, au niveau Infrabel, ça n'aura pas d'impact. Mais voilà, il y a toute une série de paramètres qu'il faut prendre en compte, et dire que je libéralise et on met un opérateur, c'est pas vraiment en piquant des doigts que ça fonctionne. Tout à fait. Et pourtant, on voit sur d'autres liaisons, par exemple la liaison Liège, Aix-la-Chapelle, Maastricht, que c'est la stratégie qui est privilégiée, d'essayer d'ouvrir le marché pour, au nom des complexités entre opérateurs publics, laisser l'espoir qu'un opérateur privé résoudrait ces problématiques, alors qu'on voit qu'elles sont multifacettes et qu'il y a peu de chances que à elle seule, ce genre de solution, si elle en était une, résolve. Si je me souviens bien, entre Aix-la-Chapelle et Maastricht, c'est un opérateur alternatif, si je me souviens bien. Tout à fait. Et donc la question se posait de est-ce qu'il rouvrait jusque Liège aussi Oui, d'accord. Donc entre Aix-la-Chapelle et Spa, je crois, c'est la SNCB, je crois, qui a un petit droit une collaboration, c'est le mot. Et donc, il y a en fait une cohabitation plutôt entre un système finalement étatisé et un système libéralisé finalement avec un appel d'offres. Oui, tout à fait. Il faut oublier maintenant qu'il y a la notion de service public. Exactement. Parce que service public, là, ça veut dire que j'ai toutes les lignes, là, il prend les rentables. Et si on passe au privé, là, ça veut dire que le privé, ce qu'il va avoir, lui, c'est rentabiliser un maximum. Et peut-être avec un effet pervers à terme, et dire, tiens, ces lignes sont moins rentables, on ferme. Ou alors on laisse à celui qui veut bien l'exploiter, lui. Ça, je pense, ouvre beaucoup de réflexions, et donc je propose de maintenant ouvrir les questions à la salle, en commençant par... Bonjour, c'est avec Loïc par rapport au projet de la province de Luxembourg qui tient à cœur. Le problème aussi, c'est l'investissement dans l'infrastructure qui en Belgique est de 40-60, 40 pour la Wallonie et 60% pour la Flandre.
est-ce que le gouvernement fédéral va être d'accord d'investir pour les chemins de fer luxembourgeois? C'est là la question aussi. Hein. Ah, parce que qui est demandeur, en fait, c'est le Luxembourg. Le Luxembourg est immobilisé tellement qu'ils ont voiture. Et le problème, Dominique l'a dit, les gens passent la frontière pour mettre leur voiture à la première carte frontière pour avoir la gratuité du train. Donc ici, on est toujours devant une responsabilité politique, en fait. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que l'Europe a voulu scinder en termes de comptabilité, sauf qu'en Belgique, on l'a fait au niveau, on a poussé plus loin la séparation. On a fait entre infrastructure, voyageurs, marchandises, la séparation. Et comme vous l'avez dit, si c'est un problème d'infrastructure, ça c'est Infrabel qui va le gérer. Mais lui, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de accessoire entre guillemets, dans la mesure où lui il se fera payer les sillons par la société qui passera qui utilisera Braille. Donc pour lui, il sera quand même rémunéré, donc pour lui, ça ne sera pas une perte. Ce sera juste pour l'opérateur historique qui lui risque peut-être de. Parce que ça ne pourra pas mettre un train à la même heure, par exemple. Donc, si l'État de plus l'investissement. Oui, mais ça c'est autre chose, c'est gestion Infrabel, oui, je suis d'accord, mais ça c'est Infrabel. C'est autre chose. Mais c'est pas un investissement fait pour les luxembourgeois. Spécifiquement, c'est ça que je veux dire. Ça complique. Tout à fait. Oui. Je vois que Tobias nous explique quand même, je ne sais pas si on est au courant, mais comment fonctionne le système ferroviaire suisse. Sur le côté quand même aussi, les cantons étant petits, ils ont beaucoup mieux pris en compte le fait urbain pour le ferroviaire. Et que d'autres pays très internationaux comme la Belgique ou très grands comme la France, plus des logiques de trains qui vont loin, de grande ville à grande ville, alors que bon, moi je suis fan absolu du RER Go, pour deux raisons, parce qu'il ne marche pas bien, surtout parce qu'il a été fait petit à petit avec de l'investissement, avec tout de suite cette logique de dire, alors que la Suisse romande avait du retard, notamment sur la Suisse dynamique, et en fait, ils ont su, ça a bien marché, c'est qu'ils ont su tous les 3 ans, 4 ans, dire voilà, là on est dans un vrai choc d'offres, on a des trains toutes les demi-heures, même dans les plus petits palais, tous les bus arrivent avant que les trains se croisent, ils repartent après, on garde le vélo à côté du quai, voilà, on structure le quartier autour de la gare, c'est que la RER, c'est pas juste aller du centre de Paris au centre de Bruxelles, voilà, ça c'est bon, on sait à peu près faire. Ce qu'on attend dans beaucoup d'endroits, c'est de remettre le train dans le déplacement du quotidien, dans les quelques kilomètres là, voilà, et les quelques kilomètres en train, et le dernier kilomètre, comment on fait le dernier kilomètre pour que les gens basculent, et parce que voilà, qu'ils n'aient pas trop de complexité qui font qu'à un moment dans la journée ils prennent la voiture, et si à ce moment-là ils ont dans la voiture, ils vont la prendre toute la journée. C'est comment on crée un système. Le RER, c'est un système de transport qui répond aux besoins à tous les transports du quotidien. Voilà. Pour que les gens soient libérés de prendre le transport en confiance. En Suisse, on a la confiance de prendre le transport en commun. C'est quelque chose, tous les jours, toute l'année, à la même minute, férié, pas férié, le train est au même pied, quoi. De 6h à minuit, etc. C'est vraiment dingue, quoi. Et là, pour ajouter un petit élément, on a aussi des budgets et une volonté politique qui sont un peu différentes des pays voisins. Oui, alors effectivement, je peux continuer sur le budget. Effectivement, les moyens ont été liés, mais maintenant, on commence aussi à voir certaines limites au niveau des dépenses et des investissements. Parce qu'effectivement, les réseaux régionaux ont énormément développé, beaucoup misé sur les réseaux régionaux, les transports du quotidien, comme on dit. Mais le truc, c'est que c'est triste de le dire, mais le transport régional, ça marche que quand c'est bien subventionné. C'est-à-dire, c'est rare les lignes qui sont rentables. Il y a quelques axes centraux qui sont rentables, mais le grand du réseau est déficitaire. Et en fait, la règle pour la Suisse, c'était que le principal opérateur, il y a plusieurs opérateurs, mais il y en a un qui est particulier, c'est le CFF, les grandes lignes, c'est rentable. C'est-à-dire faire Lausanne-Berne, c'est
taux juste pas rentable. Mais on frise de 100% de taux de couverture. Lausanne-Genève, ça c'est bien rentable. Berne, Zurich, ça dégage des bénéfices. Et puis certaines grandes lignes de la S-Bahn de Zurich, oui, ça aussi. Et puis ces grandes lignes couvrent en partie les déficits des lignes qui sont moins rentables. Et puis une bonne partie est subventionnée, plus ou moins à hauteur de 50%. Donc sur le total, c'est 50% la main publique, 50% les voyageurs qui payent avec leur billet le prix du transport. Le problème, c'est que quand vous développez toujours plus l'offre régionale, mais que vous n'êtes pas plus rapide, vous n'avez pas vraiment un saut qualitatif dans l'offre, mais qu'au lieu d'avoir un train toutes les demi-heures, vous en avez un tous les quarts d'heure, ben vous n'avez pas forcément 2 fois plus de voyageurs. Par contre, vous avez 2 fois plus de coûts. Alors c'est qui paye le billet? Voilà. Il faut, là, maintenant, en fait, en Suisse, je pense qu'on a bien fait notre boulot sur le trafic régional, je pense que ça a été très bien dit. Mais là, maintenant, en fait, en Suisse, on a le problème inverse, maintenant, on va investir dans les grandes lignes pour ramener des gens sur les RER. Parce que les Suisses, c'est des grands amoureux de la voiture aussi. Alors, plus de 70% des voyages avec nuitée, donc c'est loisirs, c'est en voiture. Jusqu'à 1200 km voiture. Oui, Stéphane, à vous entendre, vous faites un bilan, je dirais, très mi-figue, mi-raisin, très mesuré, je veux dire, des RER transfrontaliers. Moi, j'avais quand même l'impression que le fait d'être transfrontalier avait quelque part boosté quand même cette notion de RER, sous l'impulsion notamment des autorités locales, et que même si tout n'est pas parfait, il y a quand même des débuts de solutions en termes tarifaires, il y a peut-être pas eu tous les investissements nécessaires, mais par rapport à des agglomérations qui se battent aujourd'hui pour essayer d'avoir un RER qui ne veut pas, il y a déjà eu un premier niveau qui a été franchi. Comment, voilà, à l'heure où en France on parle de soi-disant devait avoir plusieurs milliards, 10 milliards, on aura peut-être 700 millions pour les RER. À l'heure où on parle aussi en France de 49 € par mois, comme ça a été mis en place en Allemagne, est-ce que c'est, je dirais, ces deux idées aujourd'hui qui ont l'air de pouvoir devenir poussées, est-ce qu'elles peuvent donner des éléments de réponse aux questions que vous posez, c'est-à-dire avoir justement cette tarification, pourquoi pas avec un 49 € franchir la frontière entre la Belgique et la France, contre la France et l'Allemagne, par exemple, ou la Suisse, et est-ce que les investissements, il y a certaines de vos agglomérations qui arrivent à capter ces fameux investissements sur les RER? Alors, je vais répondre. Alors, déjà, en ce qui me concerne à Lille, je rappelle, il n'y a pas de RER. Donc là, quand on parle de RER transfrontalier à Lille, on parle de quelque chose qui n'existe pas. Donc, alors là, à l'heure actuelle, je ne vais pas donner la part modale et les chiffres, mais il y a beaucoup moins de frontaliers quand même qu'en Savoie, par exemple, avec la Suisse. Bon, évidemment, la Belgique n'a pas le franc suisse, la Belgique n'a pas les banques genevoises, etc. Donc je pense que ça attire un peu moins. Les banques suisses, c'est 10% du PIB pour plus. D'accord. Bon, enfin, je pense quand même qu'à Genève, il y a quand même peu de temps comment. Bon, enfin, bref. En tout cas, il n'y a pas de, contrairement au Luxembourg ou à la Suisse, il n'y a pas une aimantation de main d'œuvre par le salaire, parce que les salaires sont meilleurs d'un côté de la frontière que de l'autre. Donc il y a beaucoup moins, je crois que c'est de l'ordre de 40 000 navettes. C'est beaucoup moins de travailleurs transfrontaliers qu'en Haute-Savoie que par rapport à la Suisse. Monsieur est peut-être plus spécialiste que moi les chiffres. Et la part modale des transfrontalières, c'est-à-dire entre la métropole de Lille et le transfrontalier, c'est de l'ordre de 5%, même un peu plus que ça augmente. Donc c'est assez faible. Donc il y a une forte marge de progression, même avant de faire un RER.
Et concernant le RER, donc, alors à Lille, si on veut faire des trains, une diamétralisation, ce qui est un peu quand même le cœur du concept de RER, c'est comme à Marseille, il y a un problème de la gare en impasse à Lyon, et donc il faut envisager soit une gare souterraine, soit de décaler. Donc il y a quand même de gros travaux d'infrastructure en perspective. Peut-être pour donner une réponse sur est-ce que le transfrontalier au final est plutôt un facteur positif. Je donnerai peut-être deux explications. Dans le cas de Genève, la Suisse a beaucoup financé, donc c'est ceux qui ont mis la main au portefeuille et ça a permis d'avoir ce réseau. Deux choses importantes, la SCFF ont gagné pas mal d'argent avec le développement immobilier, ça c'est dans leur business model et ça c'est assez important à prendre en compte parce que c'est assez positif sur le fait qu'on peut financer en partie l'infrastructure et en plus ça les rentabilise à l'usage. Donc ils ont ça qui a permis un peu de booster le truc et surtout ils ont un dynamisme économique en fait. Et par exemple, mon entreprise, on a travaillé sur le RER de Fribourg pour l'envoyer jusqu'à Colmar. Dans les faits, je vous ai montré tout à l'heure un chaînon manquant qui existe. Et à cet endroit-là, la ligne existait. Et en fait, dans les usages, même si on remet le RER à cet endroit-là, il n'y aura pas tant d'utilisation que ça. Ça demande beaucoup d'infrastructures, tout refaire. Je crois qu'il y avait un pont également. Donc en fait, ils ont fait co-bénéfice. Et d'ailleurs, au passage, la difficulté française à coopérer autour de ça a aussi fait en sorte que ça ne va pas se faire. Donc on sait aujourd'hui que, en tout cas pour maintenant et pour sûrement 15, 20, 30 ans, il ne va pas y avoir ce chaînon manquant qui va se refaire. Pourquoi ? Parce que le dynamisme économique entre les deux n'est pas très important en fait. Cette partie de l'Alsace vit bien. De l'autre côté de l'Allemagne, on vit bien aussi, mais pas beaucoup mieux. Donc en fait, il n'y a pas tant de transfrontaliers que ça, il n'y a pas tant d'échanges. Donc c'est un peu à chaque réseau et à chaque dynamique locale la réponse. Mais par exemple, si on prend en compte le Scatalen, donc le train basque, le RER basque, qui va jusqu'à Andel, dans les faits, il n'est pas très utilisé, mais il y avait cette volonté vraiment politique, un peu comme à Strasbourg, il fallait traverser la frontière pour envoyer le tram. Et ben là, on a la volonté de lier les deux pays basques. Et donc des fois, oui, même s'il n'y a pas cet intérêt économique, il y a un intérêt politique et même en fait référentiel, pour pas dire un peu fantasmé aussi, de vouloir connecter les territoires. Alors, côté donc province du Luxembourg, avec la connexion avec le Grand-Duché de Luxembourg, donc c'est 51 000 frontaliers qui franchissent chaque jour la frontière pour aller y travailler, et ça représente un peu de Belgique, la Belgique, Luxembourg. Et donc sur ces 51 000, actuellement 8 000 prennent le train. Et oui, donc pour rendre attractif, vous parliez de la question en Allemagne où ils ont mis les tarifs à 49 €. Je trouve que c'est une bonne idée, en tout cas côté belge, puisque côté luxembourgeois, c'est pas rien à faire d'autre, donc on ne peut pas faire mieux. Mais c'est vrai que ce serait quelque chose d'attractif, du moins pour les régions transfrontalières, pour permettre, pour inciter les gens à utiliser moins leur voiture et à prendre les premières gares à proximité de chez eux, au lieu de courir côté frontalier. Ça désengagera en même temps le trafic. Il faut à cela ajouter une offre qui convainc les gens, donc avec une offre qui correspond à leurs attentes. Je pense qu'à derrière ce sujet-là, actuellement, la SCFL, en collaboration avec la SNCB, ont mené une enquête. Le mémoire, je ne sais pas si elle est déjà clôturée, ça je devrais vérifier. Au terme de cette enquête, eh bien, ils vont revoir comment ils peuvent améliorer l'offre. Et ça, je trouve que c'est quand même une excellente chose. Ça aurait déjà dû être fait depuis bien longtemps. Mais ça a mérité d'avoir été mis en place cette année. Et maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que ça portera ses fruits et que ça permettra de développer le nombre de voyageurs par train. Parce qu'il faut savoir aussi, je complète d'abord ma réponse, il faut savoir aussi que côté belge, il y a eu longtemps comment on appelle ça,
une concurrence entre le bus et le train, puisque sur certaines relations, il faisait la même relation en bus qu'en train, ce qui était complètement aberrant. Le chose qu'on a toujours demandé, c'est qu'on ramène les voyageurs avec les bus vers le train, et voilà, c'est comme ça que ça doit aller, pas jouer à la concurrence. Il y a malheureusement beaucoup de contre-exemples. Oui, malheureusement. Juste une petite anecdote, Tristan. Mon arrière-grand-oncle, il a encore pris le train transfrontalier, c'était l'Allemagne, de côté, officiellement, Colmar-Fribourg. Mais 3 jours plus tard, les Allemands l'ont fait sauter, parce que les Alliés arrivaient trop près. Donc, depuis, le pont n'a pas été reconstruit, donc on ne peut toujours pas prendre le train de Colmar à Fribourg. Et voilà, pour la question des investissements, pour venir au sujet RER transfrontalier, en Suisse, effectivement, pour ce qui est du cas genevois et aussi du cas vaudois qui a été évoqué, il y a encore beaucoup d'investissements nécessaires pour développer les RER. Là, on est sur des RER qui ont encore un grand potentiel de développement parce qu'il y a un énorme retard à rattraper. Alors que si on va en Suisse alémanique, sur Berne, sur Zurich, là, on commence à sortir certaines limites et si on veut aller plus, on atteint les limites. Les pronostics de l'Office fédéral du transport en Suisse, ils veulent, en développant, en misant sur les RER, augmenter la part modale des chemins de fer en Suisse en passant de 21 à 24% de part modale en personnes kilomètres. Là, on compte bien en personnes kilomètres, c'est la bonne mesure. C'est pas beaucoup, de passer de 21 à 24% de part modale pour le climat, la transition énergétique jusqu'en 2050. Nous, on aimerait pouvoir doubler. On dit, on passe de 21 à 42. Voilà, ça serait bien. Mais pour ça, il faut avoir une stratégie globale. Et en fait, cette binarité RER grande ligne, elle est un peu artificielle. Il faut penser les systèmes de transport là où il y a des gens, là où il y a des personnes kilomètres, là où il y a des potentiels. Des fois, c'est sur 5 km, des fois, c'est sur 10 km, d'autres fois, c'est sur 500, 1000 km. Il faut voir là où il y a les potentiels et développer un réseau ferroviaire. Merci beaucoup. Je me tourne vers la salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent suite à ces réflexions? Oui. Juste une petite, c'est pour alimenter un peu les discussions, mais est-ce que cette logique justement transfrontalière à l'échelle de l'Europe, justement des grandes métropoles, des régions européennes, etc., elle ne dépasse pas très largement le strict cadre national et de pays à pays, avec les fractures territoriales qu'on peut voir en France au sein même d'une région, avec des fractures de correspondance d'une région à l'autre, avec la non prise en compte des bassins de mobilité autour de certaines villes. On le voit par exemple typiquement dans le cas des RER, Limoges et Clermont ont le même potentiel, Clermont ayant une seule et même entité politique, parce que la ville de Clermont a annexé un peu toutes les communes à l'entour, ce qui n'a pas été fait dans le cas de Limoges. Clermont apparaît à Limoges, c'est le même bassin de population, les mêmes dynamiques industrielles, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi qui est bien au-delà de la seule question de la frontière de pays à pays, mais bien de l'ensemble de prise en compte des mobilités pour les gens, justement. Je trouve que c'est une remarque intéressante et que peut-être alors ce qui se passe au niveau frontalier n'est qu'une sorte de paroxysme de ce qui se passe ailleurs en termes d'offres et d'organisation des transports publics ferroviaires en particulier. Un problème dans le développement frontalier, pour passer les frontières qu'on a dans le bassin genevois, c'est qu'effectivement, le centre, surtout côté suisse, et puis, je n'aime pas le terme, mais ce qui est autour, périphérie, moi je trouve que c'est une connotation négative, mais c'est un ensemble en fait. Et le problème, c'est que l'autorité organisatrice, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, siège à Lyon. Ça fait loin, d'abord, de Lyon, et puis, c'est 2 heures de train, c'est loin, et encore, il roule de plus en plus lentement. L'infrastructure est dans un état absolument lamentable. Et puis, en plus, il n'y a pas de grand centre, vraiment là, par rapport à d'autres villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, côté français. Pourtant, si on prend l'ensemble, c'est la 2e plus importante agglomération si on prend l'ensemble, c'est-à-dire on regarde les 2 côtés de la frontière.
du point de vue Auvergne-Rhône-Alpes. Ça devrait être l'agglomération numéro 2. Bon, on n'a pas cette impression en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc on se bat pour conserver l'emprise ferroviaire des infrastructures démantelées côté français. Pour ceux que ça parle, le FIGEX, Pied du Jura, notamment, de garder l'emprise de la voie pour un jour pouvoir développer ce qui sera le RER d'une agglomération de 1 million, 1,5 million d'habitants. C'est quand même fou. Alors, ce qui est quand même un petit peu paradoxal finalement dans l'idée du sujet, c'est que parler de RER et de transfrontaliérité, je crée un nouveau terme. Dans la culture française, c'est quasiment un oxymore, puisque le RER est associé, c'est une évidence, mais est associé à deux centralités, la centralité de Paris par rapport à l'Île-de-France et la centralité de l'Île-de-France par rapport au reste du pays. Et effectivement, c'est quand même assez notable que le premier RER finalement en France, en dehors de l'Île-de-France, finalement soit suisse, finalement. C'est-à-dire que quasiment c'est Genève qui a, c'est un peu la Suisse qui a exporté un petit peu son concept. C'est ça qui est assez. Je parlais tout à l'heure de l'exportation du cadencement belge vers la gare de Newfoundland. Et là, c'est ça aussi, parce que aucune grande ville française, c'est une évidence, évidemment, mais on a de l'erreur, évidemment, c'est quand même. Il y a quelques années, quand j'étais à Lille, et que je parlais avant qu'on en parle, parce qu'on en parle depuis 2017 dans le débat public français de RER. Quand je parlais de RER à Lille, mais les gens n'imaginent même pas que ça puisse exister, quoi. Donc, voilà. Et enfin, alors, tout à fait subsidiairement, il y a quand même en Belgique le développement des lignes S, c'est-à-dire qui sont en fait des RER de fait, même si nous pas cette dénomination en partie un caractère transfrontalier, puisque nous parlons tout à l'heure de Liège-Maastricht. Il me semble qu'une des lignes S autour de Liège vont jusqu'à Maastricht, donc Morne, certes de manière marginale, mais sur le territoire néerlandais. Et alors là, par contre, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'à Anvers, les S va jusqu'à Roosendaal, je crois, c'est aux Pays-Bas aussi. Mais là, j'en suis pas sûr. Donc il y a un petit peu un RER transfrontalier comme M. Jourdain, c'est-à-dire sans le savoir. Un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que le RER de Genève, en fait, ils ont copié, ils sont inspirés de Zurich, qui eux-mêmes ont copié ce qu'avait fait Hambourg dans les années 50, avec l'union tarifaire. Donc les Zurichois ont dit, ah oui, ce qu'ils font à Hambourg, c'est bien l'union tarifaire, un billet, un voyage. Alors qu'est-ce qu'on fait chez nous? On va essayer de faire la même chose. Il faut qu'on fasse une diamétrale, on a construit, ça a mis 20 ans ou 30 ans de votation pour finir, ça a été inaugurable en 1990. Les Genevois voient, tiens, les Zurichois, ils ont quelque chose, il faut qu'on ait la même chose chez nous. Alors c'était un vrai combat politique, ça a mis de nouveau 10 ans, puis après en 2000, enfin, c'est venu. Puis maintenant, après, je suis ici, je viens ici, 3 ans après l'inauguration du RER franco-genevois. Et voilà, donc c'est en fait ce domino qui est venu de Hambourg, qui petit à petit se perpétue quelque part. Autour des gares et réorganiser les quartiers, notamment quand on voit Luxembourg, c'est la commune de Gavé en gare de Marmont. Il y a un éco-quartier qui se crée à côté de la gare avec toute une série de facilités afin de limiter au maximum la voiture. Donc c'est aussi une solution pour aider aux gens à délaisser un peu plus en voiture. Je vais poser une dernière question avant qu'on close, parce que on attendait Karine Adeli, mais apparemment elle se connecte pas. Est-ce que ça n'a pas été une mauvaise idée de prendre simplement le RER par le bout du ferroviaire, et non pas, comme le font les Suisses en particulier, par tout un réseau de transport urbain connecté avec une armature effectivement ferroviaire, mais tout un ensemble. Et est-ce que c'est pas ce qui a manqué quelque part pour donner le coup de pouce par rapport à ce qu'aurait pu, pourrait devenir sur nos territoires des RER? Je sais pas, Alors, en tout cas, ce que vous pointez là, c'est exactement ce qui est occupé à se placer dans le contexte bruxellois, en fait, où pour l'instant, quand on parle de RER, d'une part,
on a tendance à ne parler que de l'élargissement des lignes de chemin de fer et même pas de l'offre sur ces lignes en question. Donc, si même on arrive à terminer ce chantier, donc c'est dans une dizaine d'années, on ne sait pas encore qui et comment les lignes en question vont être exploitées. Il n'y a pas encore de budget de fonctionnement. Or, comme ça a été pointé, le RER, c'est une question de service public et donc de financement public. Et d'autre part, effectivement, ça occulte tout le reste de l'offre de transport public et toute l'intégration avec le reste des bus, trams, mais aussi de l'intermodalité avec le vélo ou autre, ou même l'offre de véhicules partagés. Pour répondre peut-être rapidement à la question d'avant, attention à l'idée que élargir au niveau gouvernance, ce sera mieux. Je prends l'exemple des fusions des régions en France. C'est plus grand, et ça n'a pas du tout servi les RER métropolitains, au contraire. En fait. On a l'impression qu'avant c'était même une taille plus adaptée que ce que c'est maintenant. Donc au niveau, je pense que c'est la même chose pour le transfrontalier, peut-être que la taille va être toujours plus grande, c'est peut-être pas non plus la bonne façon. Par contre, une bonne façon de réfléchir les RER, c'est partir des besoins et des services. Et comment intégrer tout ça? Et là, je pense qu'on est dans le vrai. Si on regarde par exemple Genève, et même en général plutôt ce qu'il y a dans les Alpes, il y a un effet montagne qui fait que les lignes ferroviaires sont toujours intéressantes ou presque. Pourquoi? Parce qu'on a de la densité, tout simplement, autour des lignes ferroviaires. En France, c'est Nice et Marseille qui ont eu les premières études pour les RER dans les années 90. Ça c'est pas concrétisé, mais c'est pas pour rien en fait. C'est parce que c'est là où on va avoir du trajet, on va avoir des personnes. Pour le Nice par exemple, c'est le bon réseau, quoi, tout simplement. Et donc c'est en réfléchissant de manière globale, ce qui est pas mal fait en Suisse avec le fait qu'on pense aussi à l'immobilier, que les gens vivent et travaillent autour, que ça marche. Donc on peut parler cas express, en France on aime beaucoup essayer de parler de ça, mais il faut aussi penser à réouverture de lignes, c'est un peu évident. Tram-train, Montpellier c'est dommage, la gratuité peut-être empêche un petit peu aussi le fait d'aller faire des tram-trains un peu plus loin jusqu'à Sommières, Paris autour de Nîmes par exemple, parce que c'est pas forcément que des grandes agglomérations, c'est aussi des plus petites. Et en fait c'est une manière un peu de réfléchir. Peut-être que parce que l'urbanisme, transport, ça a toujours été séparé, et c'est peut-être un problème pour le fait qu'on n'arrive pas à faire ces services, alors que pourtant, je ne me rappelle plus quelle ville c'est, mais on arrive à avoir des utilisations à 300 000, 400 000, 500 000 passagers pour des agglomérations de millions d'habitants. Donc ça peut être rentable en fait. Hambourg, ouais, c'est de l'ordre de 250 millions de passagers par an à Hambourg. Il y a c'est un land, c'est une ville-État, donc le land a 1 700 000 habitants. Bon, évidemment, l'IDER un peu plus loin, évidemment, mais quand on regarde une carte, la zone urbaine proprement dite correspond à peu près à la superficie du land, quoi. Donc, on peut dire que la ville est relativement comparable à Lyon, quand même. Donc, 250 millions, c'est un chiffre qui n'est pas éloigné de ceux des TER de toute la France, puisque alors là, ça a augmenté depuis, mais je crois qu'il y a à peu près 350 millions de déplacements dans les TER de toute la France. On voit le saut à faire. Merci. Je pense que juste Zurich doit être à 400 000. Alors, la gare seule de Zurich, c'est 400 000 voyageurs jour. On est à peu près un tiers équivalent de Shibuya ou Shinjuku à Tokyo pour une ville d'un demi-million et une agglomération d'1,5 million. Donc en gros 20 fois plus petit que Tokyo en fait. Mais voilà, mais ça c'est juste pour regarder. Après pour l'ensemble du S-Bahn zurichois, je ne connais pas le chiffre. Je crois que c'est de l'ordre de ça s'approche des 200 millions de mémoire. C'est en dessous de Hambourg, mais on est entre 150 et 200 millions de mémoire. Donc, ça c'est facile à vérifier. De mémoire, c'est énorme aussi. Merci. Bien, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci à vous dans le public pour votre participation, les questions et votre venue. Et je
pense qu'il y a un verre qui est encore organisé après la conférence pour continuer les discussions si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va clore la partie plus sérieuse qui avait lieu ici. Et on peut laisser un dernier mot aux organisatrices et organisateurs. Merci beaucoup, Mathieu, pour la modération. Merci beaucoup aux modérateurs et aux introducteurs du coup, pour ce travail de qualité. Et pour le verre, ça sera à la Mort Subite, qui est un bar pas très loin. Faut juste monter. Ok. Et je crois qu'on a réservé pour 17h30, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais je crois. Ouais, donc en tout cas on va s'y retrouver, donc ce sera l'occasion de continuer nos échanges. Donc merci beaucoup à tous, merci aussi au groupe du Forum de Entrain pour leur présence et organisation durant ces derniers mois. Et voilà. Donc, Merci beaucoup.